Bonjour, bienvenue à Tinker Jaune, Dom. Oui, bonjour, merci de nous accueillir. Je dis nous parce que bon, il n'y a pas que moi, il y a plein de gens que tu vas accueillir et c'est très bien qu'il y ait un espace de rencontre et de discussion. Voilà, c'est ça. Donc Tinker Jaune, donc c'est la nouvelle chaîne YouTube créée par DocPat et moi-même. Nous sommes deux gilets jaunes de Belgique. Donc ça fait 4 ans qu'on est sur le terrain, dans des actions, sur les ronds-points, dans des conférences, des festivals. Et ce qui nous fait tenir, ce qui nous fait kiffer, c'est vraiment le plaisir des rencontres. Et le but de cet espace, c'est de partager ces rencontres avec tout le monde et évidemment de prendre un peu de recul, d'approfondir certains dossiers. Merci encore pour toutes les personnes qui nous suivent et qui nous font des retours. On essaie toujours d'améliorer les qualités techniques et aussi de diversifier les invités, voilà, d'aborder le plus de sujets possible. Je voulais me permettre une petite réflexion personnelle. Donc il y a une semaine, il y a un camarade que je ne connaissais pas qui m'a proposé qu'on se rencontre pour parler. C'est un grand militant citoyen, d'accord ? Et bon, on a discuté vraiment de tout et n'importe quoi, de nous aussi, de la lutte, enfin voilà, des combats qu'on mène, de la politique, voilà. Et il y a un sujet qui, moi, m'interpelle beaucoup et qui m'anime beaucoup depuis le début des Gilets jaunes, c'est l'histoire des égos. Moi, c'est un thème que je récuse, que je n'aime pas du tout employer, les égos. Parce qu'en fait, les égos, c'est des personnes donc, voilà, qui ont confiance en soi, on va dire. Mais c'est aussi souvent des moteurs. C'est des moteurs dans la lutte. Au boulot ou n'importe où, on a toujours un gars qui travaille 2-3 fois plus. Ça peut être un problème, ou qui s'implique simplement plus. Ça peut être un problème si le reste du groupe ne suit pas, mais ça peut parfaitement fonctionner aussi. Pour moi, c'est vraiment une question de structure, voilà, pour que ça fonctionne. On l'a observé aussi dans les Gilets jaunes, et enfin en général dans beaucoup de groupements, même associations non militantes, je veux dire un club de foot, il y a toujours une ou deux personnes qui s'impliquent beaucoup plus, qui courent loin devant. Et en fait, c'est facile de regarder ce qu'il fait et critiquer, mais en fait, la meilleure manière de l'aider, c'est de s'impliquer avec lui, en fait, de l'accompagner. Et souvent, ces personnes ne demandent que ça. Bon, certaines sont vraiment très possessives et ne veulent rien partager, peut-être. Mais en général, et certainement dans des mouvements citoyens où les gens luttent pour la démocratie, les gens ne demandent que ça, que d'être accompagnés, que d'être... Et donc voilà, c'était une réflexion que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, nous accueillons donc Dom, qui est un gilet jaune, donc depuis 4 ans, un camarade, un ami. Et lui, voilà, il n'a attendu personne pour se saisir d'un dossier dont il va nous parler aujourd'hui, qui est celui de l'entreprise appelée Erda dans les Ardennes. Il a interpellé les pouvoirs publics en se servant de l'outil que tous les militants, que tous les citoyens belges ont à disposition, qui s'appelle Transparentia, dont on a déjà parlé précédemment. Et voilà, donc je voulais saluer Dom pour cette initiative et donc l'accueillir ici. Hein. Bonjour Dom, donc est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à ta présentation personnelle ? Ouh là là, c'est un peu complexe, hein, il y a pas mal de choses à dire si on veut vraiment se présenter. Je voudrais tout d'abord rebondir sur la question que tu as évoquée, la question des égos. Alors, il faut remarquer que dans la cellule de la Pélux, en général, quand on parle en termes de nous, et pas en termes de je. Parfois, on peut évoquer quelque chose de plus personnel, et puis là, le je s'impose, parce qu'il faut avoir le courage de ses convictions, et pouvoir les personnifier. Mais si être convaincu, si être motivé, si être déterminé, c'est avoir de l'ego, alors oui, personnellement, je dois en avoir. Heureusement, parce que si je veux me nourrir, il m'en faut un peu aussi. Si je veux subvenir à mes besoins, il m'en faut un peu aussi. Je ne dois pas tout attendre des autres. Et donc, sur des tas de matières,
qui interviennent dans notre vie commune, eh bien, il faut de la détermination, du courage, de la persévérance. Et là, effectivement, personnellement, je n'en manque pas. Il n'y a rien qui va me dissuader de ma trajectoire. Et certainement pas des attaques de la lutte dans la lutte. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord ce qu'on a formé à la PLUC, c'est-à-dire un petit groupe assez familial où chacun reconnaît les qualités de l'autre, où chacun reconnaît les difficultés de l'autre. Et ce qu'on décide, notamment l'affaire Erda, nous le décidons de manière collective. Donc la PLUC, c'est les Gilets jaunes du Luxembourg. Du Luxembourg, oui, voilà. De la province du Luxembourg. Voilà. Tu es Gilet jaune, on a pu le comprendre. Comment est-ce que tu résumerais ton engagement politique en tant que Gilet jaune? Moi, j'ai eu une vie par moments très heureuse, où j'ai pu réaliser mes rêves les plus fous. J'avais l'idée de racheter un bâtiment parental et de créer une petite mini-ferme avec un but pédagogique dans la région de Dinan. J'ai pu réaliser ça, c'était un rêve, j'y ai travaillé énormément, pas moi tout seul, mais d'autres personnes autour de moi. On a beaucoup bossé. Et donc, c'était magnifique. Et puis j'ai une ex-compagne qui a fait une rupture d'anévrisme. Et là, ça a été épouvantable. Ça a été un peu une descente aux enfers. Et j'ai vu notamment le fonctionnement, parce que je l'ai accompagné comme aidant de personnes malades. J'ai pris un mi-temps pour me consacrer à sa revalidation durant plus de 2 ans. J'ai vu l'état de déliquescence, notamment de l'hôpital. Je parle de ça, on était en 2009, bien avant qu'on me parle de Covid ou de problèmes hospitaliers quelconques. J'ai perdu mon père qui est mort d'un cancer. Je l'ai accompagné aussi durant les 2 dernières années de sa vie. Il allait faire des rayons à Namur. J'avais déjà constaté à l'époque, il y a déjà beaucoup plus longtemps, que l'hôpital n'était pas aussi extraordinaire qu'on pouvait le croire. Et puis en 2008, j'ai perdu ma mère, elle a fait un infarctus mésentérique, et le manque de bol, elle a fait cet infarctus mésentérique un vendredi soir, ça s'est déclenché. Si elle l'avait fait le lundi ou le mardi, elle aurait encore vécu des années. Mais le vendredi soir, elle était condamnée. Parce que là, en 2008 déjà, les systèmes hospitaliers ne pouvaient pas garantir le week-end un service complet. Et donc les 3 spécialistes qui peuvent diagnostiquer et discuter de la solution à apporter à un infarctus mésentérique, c'est un infarctus des intestins, n'étaient pas là. Ils étaient en congé de week-end. Et donc je me suis quand même dit, c'est incroyable quoi. Ma mère aurait fait ce problème physique un lundi ou un mardi, elle pouvait être opérée très vite. Et ça aurait pu être solutionné. Mais là, un week-end, c'était mortel. Donc, avec le recul, se dire, il ne faut pas entrer à l'hôpital le week-end. Et vous savez, ceux qui ont des enfants, ils savent très bien que c'est à ce moment-là que les merdes se passent. Hein. Le gosse qui se casse une jambe ou pire, c'est surtout le week-end. Hein. Les accidents de voiture les plus graves, c'est aussi le week-end. Hein. Et donc, moi j'avais fait aussi un passage par l'hôpital très jeune, parce que j'ai eu un accident très grave. Je suis passé 5 mois à l'hosto avec une triple fracture de la mâchoire, j'ai encore la cicatrice ici. Fracture de la main, on m'avait dit que je ne me servirais plus de la main, que j'ai perdu l'usage de la parole, ça paraît incroyable,
Je suis resté sans trop parler pas mal de bien temps. rattrapé depuis, ça va. Et donc j'avais vraiment une gueule cassée. C'est le docteur Bertrand qui m'a fait une chirurgie maxillofaciale pour essayer de remettre les choses à peu près droit. Et alors à ce moment-là, je me souviens, mon séjour à l'hôpital, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans. C'était incroyable, j'avais vraiment été pris en charge et ils avaient vraiment fait des miracles en fait. Bon, j'avais une agueusie, une hypogésie, j'avais eu un étirement des fibres du plexus solaire. Je passe tous les dégâts, mais franchement, ils m'ont bien retapé sur quelques mois de temps, et puis j'ai pu reprendre ma vie assez normalement. Et puis tout à fait normalement. Et donc maintenant l'hôpital, c'est pas. Et donc j'ai vu une déliquescence totale avec l'expérience de mon père, puis le décès de ma mère, et puis celui de mon ex-compagne, que j'ai accompagné dans les centres de revalidation. Elle est restée plusieurs mois dans le coma, elle était au CHR de Namur, et je l'ai accompagnée dans cette épreuve. Elle a quasiment tout réappris avec moi, à manger, à boire, à avaler sa propre salive, marcher, parler. J'étais de fait son premier thérapeute, et je me rendais compte que en revalidation, qu'est-ce qu'on propose actuellement? C'est 20 minutes de logo, 20 minutes d'ergo et 20 minutes de kiné le matin, ça fait 60 minutes de repas, et idem le soir. Donc ça fait 2 heures de repas dans les centres de revalidation de Fréthur-en-Condroz ou de William Lennox. C'est 2 heures de revalidation pleine et entière. Ma question c'est, que fait-on du reste du temps dans une journée de 24 heures? Oui, évidemment. Donc si vous n'avez pas un aidant direct qui retrousse ses manches, je finissais par m'occuper de sa gastrostomie, de sa trachéotomie, je faisais les aspirations moi-même, je lavais sa canule, je changeais son nez de canule, j'ai dû voler des nez de canule, je le dis, hein. J'allais piquer des nez de canule parce qu'on avait décidé que c'était un lange par nuit et un nez de canule par jour. Or le nez de canule, il s'encrasse au bout de 3 ou 4 heures. Donc voilà, donc j'ai vu la situation criante des hôpitaux. On passait du CHR de Namur au centre de Fréthur-en-Condroz. Durant des mois, on l'a mobilisée, on l'a massée pour ne pas qu'elle ait d'escar, parce qu'elle était très peu mobile à ce moment-là. Et quand on la transfère au centre de Fréthur-en-Condroz, il n'y a pas de matelas anti-escar. Il est en panne. Le moteur est en panne. Donc des situations de fous qui font que on se rend compte que ce pourquoi nous payons nos impôts, et on en paye beaucoup en Belgique, eh bien, ne nous revient pas au moment où on en a besoin. Et donc là, tant qu'on n'a pas souffert ça dans son cœur, dans sa chair, et dans son portefeuille aussi, eh bien, on ne se rend pas bien compte de la situation. Mais moi, je me suis vraiment rendu compte au niveau de l'hôpital, pour ne prendre que cet exemple-là, de cette chute progressive, de la qualité des services que l'État est censé nous rendre. Et donc là, tu parles autant au niveau du matériel que de la capacité humaine que je dis. Personnel, j'ai vu des infirmières à Fréthur-en-Condroz qui râlaient parce qu'on leur avait acheté un ordinateur sur roulette et qu'elles disaient je dois me servir de ça pour encoder les données, et le temps que je me sers de ça pour encoder les données, c'est le temps que je ne dispense pas aux patients. Donc on en arrive à des toilettes Karcher qui durent maximum 10 minutes, et encore c'est beaucoup, à des soins. Bon, pourquoi j'ai fait les aspirations de trachéo? Parce que les infirmières allaient trop vite. Et donc avec l'aspirateur, elles descendaient trop profondément dans la canule, et à un moment donné, le plastique de la trachéo qui s'arrête dans la trachée, quelque part, eh bien, elle le dépassait avec le tuyau d'aspiration, elle blessait en dessous.
Donc, si elle le blessait en dessous, c'est sa source d'infection et bon, des gros problèmes par la suite. Donc, à un moment donné, j'ai dit, on arrête ça, et moi, je vais le faire. Et je prenais mon temps d'y aller très progressivement, en discutant avec elle, en voyant ses réactions. Et ça a permis de lui donner des soins beaucoup plus dans la qualité, mais évidemment, ça durait beaucoup plus longtemps aussi. Et même chose pour pour la gastrostomie qu'il alimentait par sonde gastrique, les réglages, etc. Les infirmières de Fréthur en Condroz, certaines, pas toutes, ne savaient pas consacrer du temps à faire les réglages. Le temps était une denrée rare. Les toilettes, une fois, je me suis très énervé parce qu'on l'avait mise sur une chaise et on l'avait laissé s'affaiser totalement. Et elle avait le bras tout bleu. C'était vraiment maltraitant. C'était pas la faute des infirmières. On ne leur laissait pas le temps de le faire. C'était pas la faute de la direction. La direction faisait avec les moyens qu'on lui donnait. Donc, c'est un truc de fou. Qui est responsable? Il faut regarder au-dessus. Les gens qui prennent la décision que nos services publics doivent être sous-alimentés. Comme ça, après, on peut dire, regardez, ça ne fonctionne pas, il faut privatiser. Et puis quand on privatise, on réinjecte des moyens, puis on dit, vous voyez, avec la privatisation, ça fonctionne quand même mieux. Eh ben non, parce que le but d'un entrepreneur qui veut faire des affaires, c'est de rogner sur tout, et c'est de gagner du fric. Oui, par exemple, on a privatisé une grande partie des maisons de repos pour les anciens, oui. Et on voit exactement le même problème. Exactement le même problème. Il n'y a pas assez de personnel. La privatisation du rail en Angleterre, ils ont vite rétropédalé parce qu'il y avait des accidents terribles en Angleterre, parce qu'on ne mettait plus les moyens dans l'entretien des rails et dans l'entretien des motrices. Ça s'est soldé par des accidents catastrophiques, et puis maintenant, on a à nouveau plus ou moins nationalisé le rail. Bon, l'école, c'est la même tentative. Bon, j'ai toujours été un pied sur le métier à l'extérieur et un pied dans la pédagogie. Bon, donc moi, j'ai enseigné pas mal des matières liées au sol, à la terre et horticulture, et encore actuellement, je travaille dans un centre de formation qui fonctionne par le principe du travail. On réalise de vrais chantiers, et puis voilà. Et puis on voit là aussi qu'on essaye de nous priver de moyens. On essaye aussi de diminuer les moyens qu'on pouvait avoir autrefois. Ça a été la réforme Géolais. Donc toi, c'est la formation professionnelle? La formation, c'est pas CFA, hein, c'est pas CFA, mais je ne veux pas dire plus de précision ici parce que bon, j'ai toujours été sur le terrain. Moi, je fais un boulot où je suis dehors tout le temps. Maintenant, on donne des cours à l'intérieur aussi, mais c'est quand il y a vraiment de très grosses intempéries. Et donc, et j'ai vu au niveau de la qualité de l'enseignement aussi une chute drastique, parce que le but là aussi est à un moment donné de privatiser. Il ne faut pas se leurrer, hein. À un moment donné, c'est de dire, regardez, l'école ne fonctionne pas, donc on va financer certaines écoles qui sont vraiment élitistes et essentielles pour le pays, et les autres, voilà, ce sera vaguement de la garderie, et puis voilà. Bon, c'est mon sentiment en tout cas. J'ai travaillé un peu en communauté française, et bon, quand j'ai quitté la communauté française, c'était pour cette raison-là, en me disant, c'est tellement en déliquescence. À ce moment-là, c'était les réformes Onkelings, on nous parlait de l'école de la réussite, hein. Maintenant c'est l'excellence, hein. On est passé de l'école de la réussite à l'excellence. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, hein, depuis 20 ans. On peut rappeler que le monde de l'enseignement, c'est un de ceux qui bouge le plus pour l'instant avec des manifestations. Enfin, ok, pour l'instant c'est le mode d'action syndicale, hein, mais il y a plus de manifestations, enfin plusieurs par an, je veux dire. Maintenant, moi je suis assez critique sur même la forme de l'enseignement. Pas le fond, la forme. Moi je me souviens que quand j'étais moi-même étudiant, j'avais l'impression d'être en tôle, quoi. J'étais dans des écoles avec des murs de béton, des murs de briques, des grilles, des accès barrés, l'impossibilité de sortir, et on vivait en vase clos dans cette école qui est censée ouvrir sur le monde. Tu avais expliqué que tu as logé des personnes chez toi, y compris des sans-papiers, je crois.
Mais, à un moment donné, j'ai aidé des gens qui travaillaient dans la région de Dinan et qui n'avaient pas, qui n'aboutissaient pas au niveau de leur demande de demandeurs d'asile. Je pense à des gens comme Marit, Rossem, ils se reconnaîtront hein, s'ils le veulent. Il y en avait d'autres. Hein. Et alors, c'est Rossem Mihoff qui est venu me trouver la première fois en me disant, écoute, tu dois m'aider. Et ma propre compagne, Mariana, actuellement, est restée 6 années clandestine. Et ah ouais, mais voilà, mais donc 6 années clandestines et tout ça parce que quelqu'un faisait barrage à son dossier. On a dû ferrailler bec et ongles et prouver le bien fondé de sa demande, qui a fini par être reconnue, mais au terme d'un parcours du combattant épouvantable. Et elle a toujours travaillé depuis l'instant où elle est entrée sur le territoire. Donc je parle de ça il y a plus de 30 ans, il y a 30 ans. Et Rossem Mihoff, idem. Ce sont des gens qui sont entrés et ont tout de suite retroussé leurs manches et ont travaillé. Et ont élevé dignement leur famille, Harit aussi. Et donc, j'ai fait leur dossier de régularisation, de naturalisation. Je les ai aidés dans leur démarche, j'en ai aidé pas mal ainsi. C'était dans les années 90. C'était assez fou comme trajectoire de voir la situation de ces gens. Je me souviens avoir rencontré Rossem à Dinan lors d'une réunion organisée à l'hôtel de ville. Et le bourgmestre de l'époque, c'était Fourneau, qui disait en gros « Moi, je ne sais rien faire pour eux. Je ne sais rien faire. » Et donc, on a décidé d'organiser une petite cellule pour ne pas laisser ces gens en plein désarroi. Et Rossem ou Harit, si je prends ces deux exemples-là, ont fondé leur famille, ont toujours travaillé, ils contribuent, ils payent leurs impôts, ils ont très bien élevé leurs enfants, qui ont occupé un rôle actif dans la société. Leurs enfants, ils sont belges. Oui, bien sûr. Que voulez-vous qu'ils soient d'autres hein, Harit Keder, qui venait d'Irak à la première guerre du Golfe, je crois que le fils parle un peu irakien. La fille aussi peut-être un peu. Si je reprends par exemple Rossem, je ne suis même pas certain. Lui, il venait de Bulgarie. Il était dans une minorité turque en Bulgarie. Ses enfants ne parlent pas ni le turc ni le bulgare. Peut-être quelques mots, mais ils sont eux-mêmes actifs maintenant, oui, dans la vie active. Il faut peut-être rappeler, ça, à mon avis, beaucoup de gens ne le savent pas, mais que la Belgique était vraiment très performante dans l'accueil des réfugiés au début des années 80. Pardon, mes parents sont des réfugiés politiques, hein. Ils ont fait une dictature militaire en Amérique latine. Et je me souviens, on leur donnait de l'argent. Évidemment, il y avait des associations caritatives qui, par exemple, ramassaient des jouets et les donnaient aux enfants. Moi, j'ai joué avec ça, mais aussi les parents, ils recevaient un pécule pour s'installer. On leur payait des cours de langue, on leur payait éventuellement des études. Mon père, il a fait des études en arrivant ici. On les donnait des facilités pour les études, pour tout. Enfin, par exemple, moi, j'ai pu commencer ce que normalement on ne fait pas. Moi, j'ai commencé ma scolarité en mai. Normalement, dans les écoles, on ne peut pas s'inscrire en mai. Moi, j'ai pu le faire. Au cours des années 80, donc c'est le virage néolibéral, il y a eu des histoires avec des réfugiés iraniens, je me rappellerai toujours. Et à partir de là, l'image des réfugiés politiques a changé, l'image des migrants et aussi les politiques.
Enfin, mais c'est vraiment triste parce que en fait, les personnes qui arrivent ici, bon, en général, c'est des souffrances, c'est pas de leur plein gré. Et les problèmes arrivent quand on les accueille mal, puisque si on les accueille correctement, si on leur donne les moyens de s'intégrer, ben, comme tu dis, comme les gens que tu as aidés, c'est des gens qui vont contribuer au bien commun en fait. Ah, complètement. Moi, je n'en vois aucun. Maintenant, on les dégoûte. J'ai même entendu un Afghan qui a préféré retourner en Afghanistan parce que je ne sais plus si c'était en Belgique ou en Espagne, ça n'allait pas du tout, quoi. On les empêche de travailler, enfin voilà, quoi. Oui. Mais il y a plusieurs choses dans ce que tu évoques. Hein. Bon, je tiens à préciser aussi que ma compagne actuelle est d'origine roumaine. Qu'elle est arrivée en Belgique toute jeune. Son parcours était très difficile au départ, mais depuis le premier moment, elle a travaillé. Pas toujours déclaré, évidemment, mais très vite déclaré. Et puis, c'est qu'elle a repris des études, donc elle a refait un bac tourisme, elle a un titre en agronomie. Les deux formations, elles sont premières de sa promo, alors qu'en agronomie, on ne voulait pas l'inscrire parce qu'elle roulait LR. Et le directeur de l'époque lui avait dit je ne suis pas sûr de. Et moi, je lui ai dit écoute, il se reconnaîtra, Daniel, salut, finalement, tu as été super, tu lui as donné sa chance. Et puis, quand elle est sortie de sa promo, comme il s'était trompé, qu'il avait mal jugé, qu'il ne voulait pas l'inscrire, et qu'elle terminait première de sa promo, il dit exceptionnellement cette année-ci, je remets un prix. Ne le fait jamais, mais bon, là on remet un prix. Mais c'était avec une toute grande distinction, quoi. Donc un parcours scolaire tout en travaillant, parcours en cours d'histoire, horaire décalé, etc. Et elle sort première de sa promo, elle parle plusieurs langues, et puis elle se rend utile dans le travail où elle est. Elle a travaillé pas mal d'années à l'Office du tourisme de Namur. Elle a travaillé dans différentes boîtes, encore récemment, le bois du Casier, qui est dédié à la catastrophe minière du bois du Casier. Elle travaille dans un autre musée maintenant que je ne vais pas citer, mais voilà, c'est une personne très active qui se rend utile. Alors, sortons du contexte personnel, entrons dans le contexte général. Nous sommes dans une population vieillissante en Belgique. Ah oui, bien sûr. La courbe de la population, elle fléchit. Alors, soit on tient à certaines choses, comme par exemple avoir des pensions. Soit on y tient et on fait ce qu'il faut pour. Soit on n'y tient pas, on se dit c'est un vieux truc périmé, c'est un truc de gaucho. Et puis ce serait mieux, dans le marché libre, que tout le monde travaille jusqu'à 70 ans, aller jusqu'à la mort au cercueil, mais en étant productif. Moi j'y crois guère. Je crois que moi, après avoir travaillé toute ma vie quand même à l'extérieur, dans des climats difficiles de Belgique, c'est pas le meilleur des climats qu'on a, surtout en hiver, j'arrive un peu cassé en fin de carrière, les problèmes de dos, j'ai des problèmes de pif, donc on est un peu mal foutu. J'ai aussi, malgré mon accident de parcours quand j'étais tout jeune, j'ai très vite travaillé aussi, donc j'ai une carrière complète, je suis à 2 doigts de la pension là maintenant, encore 2 ans ou 3 ans, il faudrait que je regarde, il faudrait que je précise ça, mais bon. Mais on arrive usé en fin de parcours, on arrive usé, et on a toutes les chances quand on a fait un travail vraiment pénible de mourir avant sa pension ou de mourir peu de temps après. Et en Belgique, on nous prépare une nouvelle réforme. Encore, oui, c'est très à la mode, les réformes, ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe, c'est une sorte de... Oui, moi j'ai travaillé sur le dossier des pré-Covid. En fait, donc les 700 milliards que l'Europe allait donner à tous les pays pour la relance après la période Covid difficile. Et en fait, une des choses qu'on remettait en question, c'est que c'était conditionné notamment avec des réformes en France, clairement. Bien sûr. Macron a dit, ok, moi je m'engage à faire une réforme des pensions pour avoir cet argent.
Et en Belgique, et ça, le soir le dit ouvertement, sans aucun... Enfin, je sais pas. Il y a un article où, en fait, tous les politiciens flamands sont fâchés avec l'ALIE qui doit faire la réforme sur les pensions, parce qu'il y a 100 000, je sais pas, 1 milliard, ou je crois, qui attend à être délivré, et il n'est pas délivré parce qu'on ne fait pas la réforme. Waouh! Donc, en fait, l'Europe nous oblige à faire la réforme, sinon, on n'a pas l'argent. C'est un peu spécial quand même. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je repense à mon affaire Erda. Hein. Bon, rappelons quand même quelques petits fondamentaux. Hein. Ursula von der Leyen n'est pas élue. Hein. Elle est mise là en poste par un système de cooptation. Et je ne sais pas comment ils font en plus, parce que c'est un peu comme les présidents français, c'est à chaque fois pire. C'est un petit peu comme nos sénateurs cooptés. Le sénateur n'a pas été élu directement par le peuple, mais entre partis, on se dit, tiens, un tel, le Parti Socialiste veut le mettre comme sénateur, on va coopter, on va dire, ok, c'est bon, il peut être sénateur. Mais personne n'a décidé, jamais nulle part, qu'il le soit. Et donc, Oui, c'est comme ça que Boucher a eu son... Mais oui, donc, on ose tout en Belgique. Hein. On a un Premier ministre qui, par voie de préférence, son parti était en 7e position. 7e position, Alexander De Croo. Et le voilà Premier ministre. Bon. Ok, d'accord. Bon. On a Ursula von der Leyen, mais on a aussi d'autres cas, donc ça c'est au niveau de l'Europe. Mais revenons en Belgique. Qui a décidé qu'Adja Habib pouvait devenir ministre des Affaires étrangères? Elle n'était même pas en politique. Elle n'était même pas aux dernières élections. Donc, alors, j'ai rien contre elle, hein, c'est une femme très charmante, sans doute beaucoup de culture, donc il n'y a pas de question vis-à-vis de ça. Mais qui a décidé qu'elle devenait ministre des Affaires étrangères? Et puis on peut voir plein d'exemples comme ça. Hein. On a déjà dénoncé, nous, les Gilets jaunes, combien de fois le népotisme, le fait que de père en fils ou de père en fille, on se refile les bâtons du pouvoir. La liste est longue, hein, du Ken, du Carme, des Ludgen, des Onkelings, des Dardenne, dans tous les partis, des Michel, des De Croo. On peut égrener le chapelet comme ça longtemps, la liste est longue. Alors comment voulez-vous que ce pays respire? Comment voulez-vous qu'il respire d'un air sain? Si de génération en génération, ce sont toujours les mêmes qui se refilent le bâton du pouvoir. Et de temps en temps, un opportuniste qui vient, qui fait une percée, qui dit « Papa et maman étaient pauvres, et moi je sors de ma gang, et je deviens le grand libéral du moment. Salut Georges !» Et ce système est malsain. Il est malsain. Et donc, que faire alors en fait Donc en fait, tu m'avais parlé d'une idée pour... relancer le combat des Gilets jaunes et de la démocratie en Belgique? C'est-à-dire que il faut faire un constat. Et le constat, certaines personnes, certains citoyens doivent encore le faire. Ils n'en sont pas encore au stade du constat. Nous, c'est parce qu'on est épris de ce qu'on fait. Mais il ne faut pas croire que tout le monde est conscient au même niveau. Faut pas croire. Il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui commencent à réfléchir à la question. Mais prenons le cas des prochaines élections de 2024. On vient d'entendre, on est dans l'actualité politique, il y a quelques jours, on vient d'entendre le compte rendu d'un sondage. Et on nous dit, très nette percée du PTB en Wallonie. On nous dit, très nette percée du Vlaams Belang en Flandre. Effondrement relatif d'écolo à Bruxelles.
et délitement d'écolo en Wallonie aussi, défi en grande perte de vitesse. Ben oui, ils viennent d'avoir une affaire. Il y a un élu de défi qui a frôlé ou qui est inculpé pour une histoire de je ne sais pas quoi. J'ai pas envie de. Moi je ne suis pas une concierge de bas étage, donc j'ai pas envie de relayer ces trucs. Mais enfin bon, on se rend toujours bien compte qu'ils sont tenus par une patte ou par une autre dans des affaires, dans des scandales politico-financiers ou de mœurs. Donc c'est jamais très brillant. Et donc il y en a qui montent, et puis il y en a qui se crachent. Et puis tout de suite, au niveau de l'analyse du sondage, ah oui mais merde, c'est les extrêmes, c'est l'extrême droite qui monte en Flandre, et c'est l'extrême gauche qui monte en Wallonie. Bon, ben, on a réfléchi, et finalement on va quand même savoir les bypasser, on va quand même savoir les écarter, on va refaire une Vivaldi, ou une Jamaïcaine, ou... Bon, leur fameuse formule. Il y a aussi la cohabitation PSNV. Mais oui, bah oui. Et donc, jamaïcaine, c'était, si je me souviens bien, c'était ça. Hein, et donc, avec notre fameux ancien Premier ministre qui ne connaissait pas la Brabançonne et qui nous chantait à la place de la Brabançonne la Marseillaise, c'était du terme. Ou Yves Le Terme. Le terme, oui. Le terme. Qui entendait « Allons enfants de la patrie ». C'était assez marrant, hein. Il croyait que c'était l'hymne national belge et il chantait l'hymne national français. Donc ils sont en train déjà de se dire, voilà ce qui va sortir des urnes, mais les gagnants, on va de toute façon les écarter en faisant une coalition, les compromis à la belge, et encore une fois, l'expression populaire. Alors, c'est pas ma tasse de thé, mais en Flandre, c'est l'extrême droite, mais c'est l'expression du peuple flamand. En Wallonie, c'est le PTB, c'est pas non plus ma tasse de thé, pour plein de raisons. Je déteste leur structure complètement pyramidale. Il n'y a pas assez de mise en équerre, il n'y a pas assez de démocratie, en fait, dans ces partis, tout simplement. Et moi qui aspire à de la démocratie véritable, je ne peux pas me contenter de ça personnellement, ça n'engage que moi. Et donc, mais on se rend compte que cette pseudo-démocratie qu'on nous vend comme telle est en train d'écarter les prochains vainqueurs des élections pour faire des petits arrangements entre copains. Et perpétuer le même système. Et quel est ce système ? On sait très bien, c'est capitalistique et néolib. Est-ce que je suis anticapitaliste ? Au niveau géostratégique, on va manquer cruellement de plein de ressources. Phosphate, nitrate. On est complètement dépendant d'autres pays pour notre souveraineté alimentaire. La Belgique ne produit que dalle. La France produit très peu. Au niveau de notre autonomie alimentaire, on est nul pot, comme on dit en wallon. Au niveau des énergies, on est hyper dépendant jusqu'à preuve du contraire. On peut croire en l'écologie, on peut croire en la révolution électrique. On va avoir des voitures électriques. Pour une voiture électrique, il faut 20 kg de cuivre pour faire une semi-hybride, 40 kg de cuivre pour faire une hybride, et 100 kg de cuivre, et 80 kg de cuivre pour faire une totale électrique, genre Tesla. Par voiture. Une mise en borne, une mise à la borne, c'est 100 kg, rien que pour la borne. Et on ne parle même pas du réseau qu'il va falloir étendre pour créer ce fantasme du total électrique. On sait déjà que ça va être la guerre pour l'accès aux bornes. Dans une rue comme la tienne, combien faudra-t-il de bornes pour alimenter toutes les voitures électriques ? Le vivre ensemble, il va en prendre un coup. Ça va être la guerre pour avoir l'accès aux bornes. Ça va dépenser une énergie phénoménale pour extraire ce cuivre. Et tous les pays du monde ont envie de ce modèle, la Chine y compris, l'Inde y compris. S'ils ont du cuivre sur leur territoire, ils l'utiliseront pour eux, pas pour nous. On va aller chercher où ?
On va encore massacrer un peu plus les pauvres pays africains, désolé, mais... Et moi, j'y crois pas. On est dans des fantasmes perpétuels. Il va y avoir des défis géostratégiques, y compris pour l'eau, prenons le cas de la Palestine. Le plateau du Golan avec Israël, c'est une guerre de l'eau. Avant tout. C'est le plateau qui est dans les sources du Jourdain. Du Jourdain. Et ces sources sont captées... À la frontière entre la Syrie et Israël. Et ces sources sont captées pour pouvoir alimenter les systèmes d'irrigation israéliens pour permettre de fournir des fruits et légumes. Sans ça, Israël n'a pas une telle production fruitière et maraîchère. Et donc voilà, on va avoir des tensions, des conflits liés aux ressources, à l'eau, qui va devenir une denrée rare, peut-être y compris même chez nous. Au niveau géostratégique, des questions sur les mines de cuivre. Mais pas que. D'uranium, de cobalt, de lithium. Voilà. Donc, je repose ma question de départ, suis-je capitalistique? Est-ce que je suis pour le capital? Si je pense avec mes tripes, c'est-à-dire avec mes envies, avec mon ventre, le ventre, c'est le siège de la faim, oui, j'ai envie d'être capitaliste. Oui, j'ai envie de jouir, d'être dans l'opulence. Suis-je dans l'opulence? Non. Non, je ne suis pas dans ce cas-là, je rame. Les fins de mois, 10 du mois maintenant, c'est les fins de mois. Donc je suis à l'économie tout le temps, vraiment calculer tout pour quand même avoir un peu dans le frigo, un peu avoir dans le frigidaire, un peu avoir des conserves dans les armoires. Si je fais mon petit jardin, je fais mes ouettes moi-même, je le fais. Donc c'est tout calculé pour essayer de ne pas être trop dans le désarroi de la faim ou du froid. Et c'est se battre pour ça. Donc, je ne suis pas dans l'opulence, mais si j'écoute mon ventre, comme n'importe qui, je crois, j'ai envie d'être bien, quoi. Si j'écoute mon cœur, et que je vois qu'on fait crever un pays voisin pour que moi je puisse avoir des ressources, je ne suis pas en paix avec ça. Je ne saurais pas l'être. Je ne peux pas me dire que le coltan que j'ai dans mon GSM et que j'utilise pourtant, je ne peux pas admettre que ça continue de se faire au détriment d'un gosse du Nord Kivu qui entre dans des galeries pour aller l'extraire. Ça serait au Congo. Oui. Pas plus que je peux admettre qu'une petite chinoise coud des vêtements Zara et moi j'irai pas acheter un truc chez Zara. Je n'irai pas. Là pour le moment, à l'heure où je vous parle, j'ai ce pantalon-ci que j'ai avec moi. C'est le seul pantalon genre jeans que j'ai. Et puis j'ai 2 pantalons de travail, un rouge qu'on voit souvent avec, qui commence à être miteux, trouvé de toutes parts. Ce vieux gilet jaune que je porte en dessous de mes gilets jaunes, qui est aussi trouvé de toutes parts. Et je vais user ça jusqu'à la corde avant d'en acheter un autre. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais jeune, j'aimais bien avoir des beaux vêtements aussi. Donc il faut rester raisonnable, on évolue avec le temps. Si je réfléchis maintenant avec ma tête, mais je sais que le capitalisme nous mène à notre perte. Donc j'ai parlé des tripes, j'ai parlé du cœur, maintenant je parle de la tête. Je suis conscient qu'on n'aura pas la ressource pour continuer comme ça. Je suis conscient que ça va créer des tensions et des guerres, que ça va créer des tensions et des guerres, y compris à l'intérieur de notre pays. Entre un travailleur de Sherda qui dit « mais moi j'ai un beau salaire, je m'en fous », et que les gilets jaunes qui sont des fainéants, chômeurs, etc., ce qui est la grossièreté stéréotypique
qu'on a essayé de véhiculer sur nous les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes c'était tout, c'était des indépendants, c'était des gens mis à mal par les systèmes sociaux et qui, oui, effectivement, peuvent émerger à un moment donné d'un chômage ou d'un CPS. C'était des travailleurs, moi je suis un travailleur. Bon, voilà. Donc, il y avait tout comme dans une société. Il y a tout dans une société. Les Gilets jaunes, c'est un microcosme de société aussi. Donc, il y avait tout dans les Gilets jaunes aussi. Mais même des guerres entre nous qu'il y aura, des guerres intergénérationnelles. Et les jeunes, vous voulez avoir une pension, il faut diminuer la pension des vieux. Ça marche super bien, ça. Et donc, les guerres, les tensions seront aussi à l'intérieur de nos propres familles. Comment est-ce qu'on sort de tout ça? C'est une question de dignité. Je crois que nous, les Gilets jaunes, qui avons beaucoup réfléchi à ça durant 4 ans, on fait plein de propositions sur des réformes, comme par exemple réviser la TVA. C'est l'impôt le plus injuste qui soit. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu payes la même taxation. C'est un impôt injuste. On a fait des tas de propositions, on a acquis d'autres luttes, notamment Transparentia, l'application de l'article 32, l'obligation de rendre publiques les choses publiques. Donc la publicité des institutions publiques. C'est acquis d'autres luttes avec les Gilets jaunes et Transparentia. Il y a eu d'autres victoires, des petites victoires locales, etc. Mais maintenant on se dit c'est plus suffisant. Donc on propose, et on va commencer le taf, à écrire une nouvelle constitution. Alors ça peut paraître ambitieux, mais au moins on va faire le travail. Et puis on va montrer notre proposition. Et elle aura le mérite d'exister. Et puis c'est une proposition martyre, donc on peut éventuellement l'amender, enfin c'est juste une phase de travail. S'il y a une majorité du peuple belge qui s'y reconnaît et qui se dit, tiens, c'est pas idiot comme truc, et peut-être que toutes ces crises successives, politiques, financières, morales, dont on ne voit jamais le bout du tunnel parce que vous pouvez vous insurger, vous pouvez vous révolter pour 1001 ignominies, je vous garantis qu'il en reviendra 2002 facilement, très vite, et puis l'année suivante 3003 au besoin, vous pouvez vous battre sur des tas de trucs qui ne vont pas, tant que fondamentalement on n'a pas résolu le déficit démocratique, qui permettrait aux gens de se hisser au-dessus de la mêlée politique et de dire écoutez, vos conneries là on n'en veut plus, vos bisbrouilles on n'en veut plus, vos conflits d'intérêts on n'en veut plus, votre hégémonie particratique on n'en veut plus, nous ce qu'on veut c'est un nouvel imaginaire, et franchement moi je parle de ça vraiment avec mon cœur, un nouvel imaginaire où on envisage la société comme étant autre chose que de produire jusqu'à ce que mort s'en suive. Punaise, j'avais dit que je ne ferais pas la même chose que mon père, travailler, finalement j'ai été pris dans le même engrenage, et foncièrement, je le dis en étant un grand travailleur, et je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion de le répéter, le travail n'est pas une vertu, le travail tel qu'il est organisé maintenant n'est pas une vertu, le travail tel qu'il est reconnu maintenant n'est pas une vertu, vous tondez une pelouse pour vous, c'est pas reconnu, vous tondez une pelouse pour la commune, ouais, c'est un coût. Vous tondez une pelouse en tant qu'indépendant, vous êtes producteur de richesse. C'est le même boulot, vous avez tondu la même pelouse. Donc, la manière de penser le travail est complètement débile et ne rend pas l'humanité heureuse. Donc, un nouvel imaginaire enviable pour toutes et tous, en vue d'une harmonie au sein de notre peuple et envers les autres peuples de la planète, parce que si quelqu'un ne prend pas le devant de pouvoir envisager un autre imaginaire que celui du profit, de la production, de toutes les jouissances les plus débridées,
ben ça va juste mal se finir. Et ça, tout le monde en est conscient. Même si beaucoup font l'autruche et s'enfoncent la tête dans le sable, tout le monde le sait. Il ne faut pas être clair de l'auteur pour le deviner. Et en fait, une société tout à fait démocratique, c'est possible. En fait, il y a des exemples dans le monde. Oui. On a eu, il y a un an, tu as eu l'amabilité de m'inviter à une rencontre avec les Chiapas, Oui. une communauté, plusieurs communautés autogérées au Mexique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Mais bon, les réalités d'un pays et d'une zone géographique ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Les mentalités, la manière dont le pays fonctionnait déjà auparavant, leurs besoins réels auparavant ne sont pas en tout point comparables aux nôtres. Nous autres, on est dans des besoins qui doivent quelque part les faire sourire, hein. Eux, ils sont encore très tradition, un peu famille, la terre, la maison qu'on construit soi-même, mais qui n'est pas une villa. Donc là, on parle des zones, de Emilio Zapata, le révolutionnaire mexicain d'il y a un siècle, mais donc c'est les anciens Mayas, donc c'est Oui. des zones reculées de la montagne. Oui, donc bon, ils sont dans... Parce qu'il y a au Mexique Voilà. aussi des villes. Il y a aussi des villes, oui. Ouais, et là, c'est une partie du Mexique. Voilà. Donc il faut quand même rappeler que nous, on est passé d'une société d'interconnaissance où dans les petits villages, tout le monde connaissait tout le monde. C'était un peu la reproduction sociale. Le forgeron le fils de forgeron devenait forgeron, le fils de maréchal ferrant devenait maréchal ferrant, le fils de cultivateur devenait cultivateur. Mais tout le monde se connaissait et le village fonctionnait un peu en autarcie comme ça. Et on est passé de ça à une société de masse où plus personne ne connaît tout le monde. Et bon, ça a des avantages et des inconvénients. Dans les petits villages, dans le temps, tout le monde du coin du rideau scrutait ce que l'autre faisait. C'était un peu lourd. La position des femmes dans leur famille, c'était un peu lourd, pour ne pas dire franchement lourd. Le fait qu'on vivait à plusieurs générations sous le même toit, grand-père, parents, enfants et parfois même petits-enfants, c'était pas toujours évident. Ça présentait des avantages et des inconvénients. Maintenant, on est dans une société complètement éclatée, où la cellule de base, c'est l'individu, en fait. C'est même plus la famille. C'est l'individu, on voit très bien... C'est le meilleur terreau pour le totalitarisme, en fait. Oui, on voit bien même comment ça se passe dans les familles. On a essayé de garder un esprit de famille. Dès que les enfants sont en âge de partir, c'est la logique même, papa, maman, je veux ma maison, je veux mon autonomie, et salut, je trace ma route. Et puis après, quand les parents deviennent un peu âgés, oh là là, il faut encore aller voir les vieux, c'est lourd. Donc on en est arrivé là. Donc il y a une complète, par rapport au Chiapas, c'est pas la même, c'est pas symétrique. C'est deux sociétés encore différentes. Bon, il y a ça. Et puis alors, ce que moi j'ai apprécié chez eux, c'est leur mentalité de base qui ont fait qu'ils ont pu gagner leur lutte. La mentalité de base, et ça je n'ai jamais cessé de le dire dans le mouvement, c'est tu n'aimes pas l'action que l'autre fait, ben, tant pis, c'est que cette action-là n'est pas pour toi. Mais c'est pas grave. Chapeau, tu fais ton action, c'est très bien. Moi j'y adhère pas la critiquer. Donc les gens, les camarades zapatistes disent construire, non pas détruire. Bon, alors on peut regarder le monde tel qu'il est et se dire, bon, il faut le mettre par terre, il faut le détruire à tout prix. Ben, je crois que tant qu'on n'aura pas commencé à poser les bases d'une construction différente, c'est très bien de détruire tout. Ce monde qui, on le sent, nous mène à notre perte. Écologiquement, socialement, sociétalement, moralement, économiquement. Économiquement, tu as des camions Komatsu en Chine, dans les plus grosses mines de Chine. Il n'y a pas un seul pilote. Il n'y a plus un seul ouvrier dans la mine. Tout est automatisé avec des robots. Il y a un pôle de 300 personnes dans une ville de Chine qui commande ainsi plusieurs mines
le boulot, les gens, tel que c'est prévu, il va se faire rare. Alors bon, qu'est-ce qu'on met en place d'autre? Puisqu'on nous oublie volontairement, puisque quelque part, si on n'est pas upgradé avec des puces électroniques comme notre ami Laurent Alexandre souhaitait le faire, à quoi on sert? On est humain, on est en vie, on a la vie. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place comme société future? Comment nous on vit? Donc ce que les Chiapas ont mis en place, c'est donc basé à la base sur leur société traditionnelle, mais pas que. Voilà. Donc ils ont à 3 niveaux de... Donc ils gèrent déjà quand même un territoire grand comme la Belgique, oui. Voilà. Et donc, peut-être que tu veux expliquer un peu comment... Non, vas-y. Donc en fait, il y a 3 niveaux de pouvoir. Il y a la communauté, donc en gros le village. Oui. Ensuite, la zone. Et une zone, c'est... pardon. Donc la communauté, la commune. Oui. Et la commune, là-bas, c'est à la taille d'un canton, donc une province, on va dire. Ils ont 40 communes sur leur territoire. Et puis, à la fin, il y a les zones. Ils ont 3 zones, je crois. Et donc, en fait, ils ont des systèmes complètement démocratiques. Ils ont très très peu d'argent, donc ils se débrouillent. C'est encore une société très rurale, comme tu disais, à l'ancienne, basée sur l'agriculture et l'artisanat. Mais donc, tous les projets sont discutés au niveau de la communauté. On va au niveau de la commune et on les discute au niveau de la commune si c'est des sujets importants. Et s'il n'y a pas d'accord, on redescend. S'il y a une autre commune qui met des objections, on retravaille le projet et ainsi de suite. Donc vraiment une manière tout à fait démocratique. Les mandataires, ils ne sont pas rémunérés et on prend de préférence des gens qui n'ont aucune capacité, je veux dire. Donc du coup, ils sont obligés de demander aux gens comment il faut faire, en fait. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses très très intéressantes là. Évidemment, se pose, comme tu dis, un peu le problème de la production, puisque par exemple pour faire tourner un hôpital, il faut produire plein de choses, importer des produits, il faut des industries et tout ça, et voilà, c'est pas évident, Il faut pas être dans une utopie perchée non plus, mais ce qui me paraît fondamental dans leur forme d'organisation, c'est quand même qu'ils ont pu désamorcer la politique professionnalisante, qui pour moi est un désastre, parce que quand on entre en politique et qu'on y fait carrière, on ouvre la porte à une captation du pouvoir qui peut durer toute une vie durant, donc 30 ans, c'est long. Puis on peut se refiler ce pouvoir de génération en génération, ça en fait vite 60, ça en fait vite 90, c'est très 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 long. Ce n'est pas sain du tout pour un brassage des idées, pour un brassage des convictions, un brassage des énergies, c'est pas bon du tout. Et donc, en n'étant plus dans des politiques de carrière, ils reviennent déjà à une société beaucoup plus démocratique. Donc ça, c'est une chose à remarquer. Donc, pour moi, personnellement, la politique de carrière doit arriver à terme. Pour moi, si on veut un monde qui se renouvelle dans un imaginaire agréable et harmonieux, il faut cesser de ces confiscations de pouvoir. Ensuite, le citoyen du Chiapas va s'impliquer lui-même en politique, sans être un spécialiste à la base. Et donc, là, c'est aussi un hiatus où on a beaucoup de gens dans notre population qui se disent « la politique, c'est nul ». Mais
Mais oui, mais le steak que vous mangez, c'est de la politique. L'essence que vous mettez dans votre voiture, c'est de la politique. Les chaussures avec lesquelles vous vous chaussez, c'est de la politique. L'école de vos enfants, c'est de la politique. Tout est politique. Donc, est-ce que vous laissez faire tout le temps les autres? Ou est-ce que vous vous réintéressez à la chose publique en vous disant, certes, vous n'êtes pas des hyper spécialistes, bien que là, moi, je suis beaucoup plus nuancé, parce que je crois que tout le monde est spécialiste au moins de son propre travail, et puis de sa propre vie, et puis de sa propre famille. Donc, finalement, moi, je crois qu'il y a beaucoup de ressources humaines dans notre pays, véritablement des ressources à ce moment-là, en qualité de cœur, en qualité de savoir, en qualité de savoir-faire. Et donc, je ne crois pas que ce soit nécessaire qu'une caste politique confisque cet esprit de décision qui pourrait être redistribué au peuple. Et moi, je crois que les gens doivent croire en eux et venir alimenter le débat et s'impliquer davantage et arrêter ce fatalisme de « on ne sait rien y faire, c'est comme ça ». Mais c'est forcé que si on est fataliste, alors apprêtez-vous à encore souffrir, hein, oui, et même à disparaître. Hein. L'intérêt d'une démocratie, c'est que les gens s'impliquent et participent. C'est pas s'ils commencent à baisser les bras, bah, oui. c'est plus une démocratie, même dans son fonctionnement structurel. Chez les jeunes, mais les gens en particulier, je n'arrête pas d'entendre autour de moi, tiens, telle personne s'est suicidée. Beaucoup de jeunes. Il y a un suicide process qui s'est mis en place parce que c'est la fatalité, on ne saura rien changer. Même à l'RTBF. Même à l'RTBF, récemment, on se jette des toits maintenant, des étages. Ils ont envie d'autre chose, tout simplement. Bon, voilà. Oui, il va falloir s'impliquer. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça demande de l'énergie. Mais non, c'est pas obligé que ce soit toute la vie. Ça peut être donné un temps de sa vie pour une mission. Ça peut être un mandat impératif et missionné, court dans le temps. Toi, tu es spécialiste, je sais pas moi, de l'hôpital, tu es un urgentiste, tu sais comment ça va dans les urgences. Toi, tu es un pédiatre, tu sais comment ça va en pédiatrie. Bon, ben, on va te demander ce qui est idéal. Toi, tu es un spécialiste des télécommunications, ben, on va te demander ce qui est idéal. Toi, tu es un spécialiste de la terre, tu es un pro du sol, de la terre vivante, ben on va te demander ce qui est. Et on va te donner une mission, on va te donner les moyens d'une mission. Et ce sera pour un mandat court. Et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Et renouveler avec les idées, avec d'autres générations aussi, pas toujours les mêmes. Et surtout pas se refiler le bâton du pouvoir de père en fils, de fils en fille. Et bon, voilà. Donc pour moi, il y a des issues possibles. Mais il faut une volonté populaire. Et il faut que les gens s'investissent. Il faut que les gens aillent sur les points d'acupuncture de la lutte, que sont les ronds-points, les assemblées citoyennes. Et voilà, et tant que ça ne se fera pas, il n'y a rien qui bougera. Mais un jour, peut-être, vous serez aussi dans un suicide process. Parce que votre mari vous aura quitté, que vous croulez, et que ça ne va pas, et donc, ou parce que, bon, vous allez vous retrouver vieux, seul, dans une vie sans sens, ou jeune, sans possibilité d'avenir. Il faut sortir de ce marasme. Il faut refaire société, il faut se parler, il faut communiquer, et de manière la plus pacifique possible, parce que le rapport de force, nous ne l'avons pas, nous le peuple, il est en camp d'en face, hein. Si on a envie de vous envoyer les Pandores, on vous les envoie, si on a envie de vous gazer, on vous gaze, si on a envie de vous matraquer, on vous matraque, si on a envie de vous rouler dessus avec un char, on vous roule dessus avec un char. Le rapport de force, on ne l'a pas. Et tant qu'on n'aura pas tissé des liens profonds de respect mutuel qui nous permettent d'avoir confiance les uns envers les autres et de dire « je t'écoute, ce que tu dis a du sens, je te considère positivement sur ce que tu as à dire », eh bien, tant qu'on n'aura pas fait ce lien, les choses n'évolueront pas. Un petit mot de conclusion pour cet entretien. Qu'est-ce que tu veux mais oui, mais... faire passer un message ou tisser du lien entre vous. Moi, je crois que le gilet jaune, c'est une facture immense
C'est un truc qui est hyper visible. Ça sert à rien d'essayer de réinventer l'eau chaude, de faire les bonnets rouges, les gants bleus, les palmes vertes. Un peuple qui se met en mouvement, on a vu ce que c'était. Je crois qu'ils ont été précurseurs dans une manière de dire stop au non-sens politique et sociétal qu'on nous impose. On sait qu'on est dans des murs différents, hein, dans le mur écologique, on sait qu'on est dans le mur économique, on sait qu'on est dans le mur sociétal avec des guerres qui risquent de devenir vraiment très inquiétantes, hein, notamment celle de l'Ukraine. Moi je suis ni pour Poutine ni pour Zozolinsky. Là. Les deux me paraissent aussi inconsistants l'un que l'autre dans toutes leurs incohérences. Mais il y a une troisième voie possible là-dedans, c'est la paix. On n'est pas obligé d'être ni pro-Poutine, ni pro-Zelensky, on peut être juste pour la paix, franchement. Et j'ai vu passer qu'il y avait une manif pour la paix en fin de mois. Je vais voir. C'est dimanche prochain, le 26. Voilà, moi je crois qu'il est temps. Moi, je crois qu'il est temps de. Là, sur ce coup-là, franchement, je me fous de qui l'organise. Oui, non, franchement, c'est pas. À un moment donné. Mais il y a plusieurs mots d'ordre de toute façon. Oui, à un moment donné. C'est le CADTM, je crois, qui l'organise. Oui. Mais voilà, il y a plusieurs sous-organisateurs et plusieurs slogans qui seront dans le cortège. Et oui, aux Gilets jaunes d'apporter leur touch. Oui. Donc moi, ce que je vois, c'est que le peuple est en souffrance, qu'on souffre physiquement de toutes les restrictions qu'on nous impose. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire quoi? On va vers quoi? Oui, une part de sens énorme. Personne ne se parle dans cette affaire. Personne ne se parle. La seule méthode pour sortir d'une guerre, d'une troisième guerre mondiale qui est en cours, hein, elle est économique de toute manière. Déjà. Et puis maintenant, on a les Américains qui sont en train de descendre des ballons chinois. Donc, la Chine aussi. Allez, on fait quoi là? On est en train de faire quoi? Donc non, il est temps qu'il y ait une troisième voie possible, qui est la voie de la paix. Et et ça vaut la peine de se bouger. Donc moi j'y serai. Donc reparlez-vous, faisez société, ne réinventez pas l'eau chaude. Moi il me semble que le gilet jaune c'est suffisant. Chacun peut y venir avec ses convictions, ses idées. On ne veut pas d'ostentation, on n'a pas envie de voir. On a des gens comme Adrien, et se reconnaîtra, salut camarade Adrien, qui a accepté de jouer le jeu, de venir sur des points de pression d'acupuncture gilet jaune, sans amener ses calicots politiques. Ok, merci d'avoir joué le jeu. La rencontre d'idées est bonne. Hein, la rencontre d'idées est bonne. Venez discuter, venez échanger les idées. Il n'y a pas de tabou au niveau des idées. Nous, on ne veut pas de dogme. On ne veut pas de dogme d'extrême gauche ou d'extrême droite poussiéreux qui nous engoncent dans des postures que personne n'a envie de vivre. On veut juste respirer, vivre, échanger, parler, reconstruire un nouvel imaginaire. Et ça, chacun est libre de le faire. Ok. Courage. On va en rester là. Il va en falloir. On peut continuer pendant des heures, là, ça en fait déjà 2 quand même. Des heures, sur plein de sujets. Et donc, merci d'être venu en tout cas. Merci à vous de nous avoir invités, parce que si j'ai parlé, je pense aux camarades, et je les ai cités plus ou moins tout à l'heure, il y en a d'autres, mais je pense surtout aux camarades. Voilà. Et donc, à bientôt, chers auditeurs de Stinker Jaune, pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci.